Salut Internet! Bon, je me voyais mal commencer cet épisode sans en placer une pour l'ami Doc7. En effet, grâce à son exceptionnelle mise en avant, la chaîne a juste octuplé d'audience en à peine 10 jours. S'en est suivi beaucoup de messages hyper positifs et de retours enflammés et spontanés de votre part. Bref, merci encore au Doc pour le coup de pouce et merci à tous ceux qui sont restés sur la chaîne. Et maintenant, place au pinard! Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache. Fête de Noël arrivant oblige, j'ai décidé d'être charitable et de vous donner la parole avec un petit courrier des lecteurs. Alors, j'ai reçu une lettre d'un certain Gerhome Ausfalt. Je savais pas que j'avais des admirateurs outre-Rhin. Alors, il me demande... Quand vas-tu enfin parler des vins d'Alsace? La p*** de toi. Ah oui, Jérôme Oswald, mon ancien colocataire alsacien. Enfin bon... Alsacien, quand on a grandi à 10 bornes de la frontière lorraine. Mais oui, mon petit Jérôme, rassure-toi, puisqu'aujourd'hui, nous allons enfin parler d'un vignoble qui doit sa réputation internationale à la renommée de ses grands vins blancs, puisqu'aujourd'hui, on va parler du Sauterne. Donc, c'est en plein cœur de cette grande région viticole bordelaise des Graves que se découvre le vignoble du Sauternais. Vignoble ne produisant que des vins blancs et qui se compose dans le détail de deux appellations que sont, bien évidemment, Sauterne, mais aussi, et cela pour le coup c'est un peu moins connu, de l'AOP Barsac. Ce à quoi je pourrais aussi éventuellement rajouter l'AOP Séronce, mais comme dirait l'autre, il y a débat, et je vous expliquerai dans les commentaires de cette vidéo pourquoi, pour ceux qui souhaiteraient approfondir. Et si le Sauternais est bien évidemment réputé pour ses vins blancs moelleux, pourtant, à la base, eh bien ça n'avait rien d'une évidence. En effet, le vignoble bordelais a toujours été historiquement prédominé par la production des vins rouges. Argument corroboré par les statistiques fournies par la douane française dans un rapport intitulé « Relevé par département de la production des vins en 2017 », on apprenait que le département de la Gironde, qui contient l'entièreté du vignoble bordelais, avait produit pour les vins d'AOP 2 975 342 hectolitres de rouge, contre seulement 371 880 hectolitres de blanc. Le volume total de vin blanc sec et moelleux ne comptait donc que pour 11% de la production, contre 84% de rouge et 5% de rosé. Ensuite, parce que là encore, historiquement, planter des vignes blanches dans le Sauternais ne coulait pas forcément de source. Dans un article intitulé « Le Sauternais avant le Sauterne, jeunesse d'un terroir viticole », rédigé par Sandrine Lavaux, une célèbre historienne du vignoble bordelais, celle-ci nous explique que, si les textes sont restés muets sur la question des cépages plantés, il était cependant d'usage, selon la formule, d'utiliser des cèpes de bon sème, autrement dit, de planter de bons cépages. Or, à la vue des usages locaux, à la création du vignoble, dont les premières traces remontent au Moyen-Âge autour de 1273, celui-ci devait probablement être planté de cépages noirs, les mentions de vignes blanches étant très rares à l'époque. Mais, en vous parlant de Moyen-Âge, je me rends compte que j'ai un brin brûlé les étapes, puisque je ne vous ai même pas expliqué comment le vignoble est né. Eh bien en réalité, nous n'en avons que très peu d'idées. Toujours d'après les dires de Sandrine Lavaux, le Sauternais est longtemps demeuré une terra incognita pour les historiens. Et si, comme je le disais plus haut, on estime sa création datant de 1273-1275, l'explosion du vignoble, elle, viendra réellement au début du XVIe siècle. Et quand je parle d'explosion, ce n'est pas un terme galvaudé, puisque celle-ci va se construire en moins d'un siècle, impulsée principalement par l'action des grandes familles bourgeoises bordelaises, parmi lesquelles nous pourrions citer les Sauvages, futurs propriétaires d'un certain Yquem, ou les Suits du Hérault, mais aussi, en 1560, par les marchands hollandais et hanséates, grands amateurs de vin blanc qui avait aussi cette double possibilité d'être distillé afin de donner du Brandeinflin, plus connu aujourd'hui sous le terme de brandy. Et c'est ainsi que les terres sauternaises se parèrent de blanches vignes implantées dans les vertes collines de cette charmante petite contrée d'Aquitaine, que c'est beau, on dirait du Tolkien. Cependant, si vous avez déjà goûté un vin de Sauterne ou de Barsac, et à la vue de la période qui se profile, il y a de grandes chances pour que cela soit le cas, eh bien, vous le savez, ce n'est pas un vin blanc sec, mais un vin blanc moelleux. Comment diantre le produit-on donc? Eh bien, si vous vous souvenez de mon premier épisode de cépage sorcier sur le grenache, je vous expliquais que, pour produire des vins doux naturels, on utilisait une technique très simple qui consistait à ajouter de l'alcool lors de la fermentation alcoolique afin de stopper celle-ci. Or, comme la fermentation alcoolique consiste à transformer le sucre des raisins en alcool, eh bien en stoppant celle-ci, vous vous retrouvez avec ce que l'on appelle des sucres résiduels qui vont donner ce goût sucré aux vins doux naturels, type les moris ou les bagnoul. Bon, là je vous ai parlé des vins rouges avec le mori, mais sachez que cela fonctionne aussi parfaitement avec les vins blancs, l'un des exemples les plus connus étant le muscat de Rivesaltes. Et bien pour le Sauterne, ce n'est pas du tout ce procédé que l'on va utiliser, puisque les moelleux vont naître de par ce que l'on dénomme
la pourriture noble. Donc la pourriture noble est une technique qui consiste à laisser volontairement vos grappes de raisin se laisser contaminer par un champignon appelé le Botrytis cinerea, et dont le nom, pour l'anecdote, signifie grappe de raisin cendrée. Voilà, ça vous fait une belle jambe. Et ce Botrytis cinerea donnera une pourriture que l'on qualifiera de noble. Ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais sachez que les raisins peuvent aussi être contaminés par une autre forme de botrytis bien plus néfaste, que l'on dénommera la pourriture grise. Sauf que pour le sauterne, cette pourriture noble, contrôlée et voulue par l'homme, va avoir un effet bénéfique sur les grappes de raisin. Parmi ces effets, je pourrais vous citer la réduction au 5/6 de la quantité initiale d'acide tartrique contenu dans le raisin, ou la naissance de nouveaux éléments comme la glycérol ou l'acide gluconique. Mais pour faire court, je vous dirais que l'effet global de ces diverses altérations physiques et chimiques consiste en une désacidification des raisins, une intense concentration des sucres naturels et une présence augmentée des tanins par rapport à la quantité de mou réduite. En bref, sous l'action du Botrytis cinerea, nous assisterons à la création d'une nouvelle saveur dominée par le sucre, ainsi que par des arômes de miel, de fruits confits ou encore de fruits tropicaux. Mais comment cette pourriture noble se crée-t-elle ? Eh bien, c'est là que les choses se corsent, puisque le sauterne est un vin d'orfèvre qui se doit de dompter une nature capricieuse et qui repose sur un fragile écosystème. En effet, pour avoir le développement d'une pourriture noble, vous devez d'avoir des conditions optimales. Et, notamment, il vous faudra avoir une avancée douce et progressive du Botrytis cinerea, qui ne peut se produire que par l'action alternée de l'humidité matinale, qui le favorise, et des effets sains et dessiccatifs du soleil, qui empêchent un développement trop rapide. Et cette alternance entre les brumes matinales suivies de journées claires, qui se passera principalement à l'entrée de l'automne, se produit à Sauternes grâce à la rencontre de deux cours d'eau, le Ciron et la Garonne. En effet, la Garonne naissant dans les Pyrénées et traversant le sud-ouest, va arriver avec des eaux relativement chaudes, tandis que le Ciron, rivière prenant sa source dans les Landes et serpentant dans des forêts relativement ombragées, va se jeter dans le fleuve avec des eaux plus froides. Il résultera donc de la rencontre de ces deux sources de chaleur opposées, l'émanation d'une évaporation importante, qui se transformera au cours de la nuit en brouillard, puis en rosée matinale, donnant ainsi ce microclimat si particulier au vignoble de Sauternes. Bref, je pourrais encore continuer en vous expliquant que ce phénomène est possible grâce aux amplitudes de température qui demeurent raisonnables, mais je n'ai pas envie de faire une carrière à la Laurent Romeshko. Ou je pourrais encore essayer de retracer le phénomène des vendanges tardives, mais je pense qu'il y a des sujets actuels bien plus intéressants à aborder à propos de ce vin. Cependant, en tant que grand amoureux des cépages, il me semble crucial de vous rappeler que les 4 cépages autorisés dans l'appellation sont la muscadelle, le sauvignon blanc, le sauvignon gris et le sémillon, même si, dans la réalité, c'est surtout ce dernier qui rentrera dans les assemblages, puisqu'en général présent à hauteur de 70% minimum. Le sémillon, produisant des vins amples et structurés, il déploiera sous l'action du Botrytis cinerea d'intenses arômes de fruits confits, de fruits exotiques et de miel. Le sauvignon blanc, autre principal cépage de l'assemblage, apportera quant à lui fraîcheur et acidité, l'équilibre gustatif des moelleux, se faisant donc au final entre l'alcool, le sucre et l'acidité. Mais pourquoi le sauterne est-il aujourd'hui tant connu ? Oui, parce que, au final, des vins issus de la pourriture noble et vendangés tardivement, eh bien on en retrouve aussi en Alsace, en Loire ou même encore dans le sud-ouest. Pourtant, l'intéressé du jour reste le plus renommé d'entre tous. Eh bien, c'est tout simplement grâce au fameux classement de 1855. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi et comment celui-ci a vu le jour, puisque j'en parlais déjà dans mon tout premier épisode de Vinstache, au doux titre de « Pourquoi les vins de Bordeaux sont-ils aussi réputés ?» Il y a déjà 1 an et demi, mais le fait est que 27 châteaux, aussi dénommés crus, avaient été classés entre 2e cru, 1er cru, et un seul château eut le suprême honneur d'être classé unique 1er cru supérieur, le château d'Yquem. Château aujourd'hui propriété du groupe LVMH, dont le président n'est autre que Bernard Arnault, le groupe et le président ayant tous deux été inquiétés pour des questions d'évasion fiscale. Je tenais quand même à le rappeler, surtout quand on sait qu'une bouteille d'Yquem est vendue en moyenne entre 250 et 350 € en fonction des millésimes. Et pourtant, aussi fou que cela puisse paraître au regard de la donnée économique que je viens de vous donner, il faut sauver le soldat Sauternes. Oui, parce qu'une donnée économique brute n'a d'intérêt que si elle est remise en perspective. Alors oui, certes, une bouteille d'Yquem se négocie autour de 300 balles la bouteille aujourd'hui, mais ce n'est rien en comparaison des 5 premiers crus en rouge. En effet, dans l'autre versant du classement de 1855, se trouvent les 60 crus du Médoc, plus un des Graves, classés entre 5e et 1er cru. Or, seuls 5 châteaux ont aujourd'hui la plus haute distinction.
Si on prend un millésime moyen comme le 2011, d'après les codes du site Ideal Wine, Château Latour, premier cru classé de Pauillac en rouge, cote 522 €. Château Lafite Rothschild, premier cru classé de Pauillac en rouge, cote 497 €. Château Mouton Rothschild, premier cru classé de Pauillac en rouge, cote 401 €. Château Aubryon, premier cru classé de Pessac-Léognan en rouge, cote 389 €. Château Margaux, premier cru classé de Margaux en rouge, cote 346 €. Et Yquem, premier cru classé supérieur, ne cote que 288 €. On dénotera donc que, bien qu'unique et seul château classé premier cru supérieur en blanc, celui-ci cote bien moins que le club des 5 en rouge, avec un rapport allant de 1.20 à 1.80. Alors attention, j'ai bien conscience que les prix que je vous donne sont absolument délirants, et ne comptez pas sur moi pour les défendre ne serait-ce qu'un fugace instant, c'est proprement irrationnel. Mais ce que je voulais vous montrer par là, c'est que, remise en perspective, même un Yquem, qui reste quand même le roi des rois à Sauternes, eh bien il sera moins demandé et coté que de prestigieux voisins du Médoc de son standing. Et si les vins blancs moelleux restent bien moins recherchés que les vins rouges de Bordeaux, c'est pour une raison bien simple, une raison aux 12 airs de Némésis venus des contreforts du sud-ouest, le foie gras. Oui, parce que vous en doutez, mais si je sors cet épisode pour Noël, c'est parce que le vin qui, dans l'esprit des Français, s'impose comme une implacable évidence en termes d'accord avec ce produit né d'un process un brin barbare qu'est le foie gras, eh bien c'est le Sauterne. Pourtant, cet accord traditionnel des fêtes de fin d'année est un certain non-sens. Si je vous propose de commencer votre repas avec, au choix, un millefeuille, un chapon bressant ou un saumon fumé, qu'allez-vous choisir? Eh bien, la logique veut que vous commenciez par le saumon fumé, enchaîniez par le chapon et finissiez par le millefeuille. Il vous semblerait totalement ubuesque d'attaquer le repas par un dessert sucré qui endormirait totalement vos papilles. C'est logique. Bon. Alors pourquoi commencez-vous votre repas par un vin sucré? Si vous voulez vraiment faire cet accord, au pire, placez-le avant le fromage. En plus, le Sauterne, ça s'accordera à merveille avec des fromages persillés comme du Roquefort. Bref, le fait est que malgré mon plaidoyer, je n'arriverai jamais à faire changer cette tradition, aussi solidement ancrée dans les mœurs que Patrick Balkany l'est à Levallois-Perret, et je trouve que l'on commence beaucoup trop à parler d'évadés fiscaux dans cet épisode. Puisque d'après ce vertigineux graphique, la saisonnalité de la vente de Sauterne est extrême et fortement liée au foie gras. Puisqu'environ 50% de la vente de vin doux de Bordeaux se réalisera sur une période d'une grosse vingtaine de jours, proche de Noël et du jour de l'an, c'est criant. On se retrouve donc avec un vin de luxe et que la plupart des consommateurs ne s'offrent que pour les fêtes de fin d'année, pour aller avec un accord bien précis. Or, le souci pour les producteurs, c'est que le Sauterne possède des coûts de production bien plus élevés que la plupart des autres vins. Oui, parce que je n'ai volontairement pas insisté sur ce point lorsque je parlais des méthodes de production, mais lors des vendanges tardives et automnales, les propriétaires ont pour obligation, d'après le cahier des charges des appellations Sauterne et Barsac, de récolter manuellement les raisins par tri successif. La machine à vendanger est donc interdite, et la technique de tri successif signifie que l'on va vendanger plusieurs fois les vignes en repassant régulièrement dans les rangs afin de ne récolter les raisins que lorsqu'ils sont arrivés à un niveau de maturité suffisant en termes de pourriture noble. Et en plus d'un travail de récolte manuel onéreux, cerise sur le gâteau, les rendements sont prodigieusement faibles. Toujours d'après le cahier des charges des AOP, le rendement est fixé à 25 hectolitres à l'hectare. Pour vous dire, c'est à peu près les mêmes rendements que des Châteauneuf du Pape d'élite, issus de très vieilles vignes, au moins 70 ans d'âge. Sauf que pour les grands crus classés, on tourne même autour de 10-15 hectolitres à l'hectare. L'un des records allant au château Climens, un premier cru très recherché, dont le rendement moyen de ces 20 dernières années pour le premier vin, la cuvée phare si vous préférez, fut de 7 hectolitres à l'hectare, ce qui est ridiculement faible. Toujours pour vous donner un ordre de comparaison, le rendement autorisé d'une appellation mondialement recherchée comme le Bâtard Montrachet en Bourgogne est de 48 hectolitres à l'hectare. Et pour une cuvée de prestige, comme le Bâtard Montrachet Grand Cru de chez Louis Latour, qui se vend autour de 230 balles la bouteille, le rendement est de 35 hectolitres à l'hectare. Au final, économiquement, vous vous retrouvez avec un vin au très faible rendement, qui va vous demander des surfaces importantes si vous voulez faire du volume, cher en main d'œuvre, à la réputation vieillissante et boudé des consommateurs, à l'exception des fêtes de fin d'année. Parfait quoi. Du coup, aujourd'hui la situation économique est vraiment en train de se tendre pour ce vignoble, au point même qu'en octobre 2016 est sorti un rapport intitulé « Projet d'un plan pour les vins de Sauternes » et qui donne le ton d'entrée. Par lettre du 16 juin 2015, le ministre a saisi le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux d'une mission concernant la crise du vignoble des vins doux de la Gironde. La crise, le mot est lâché. Et il n'est pas vain. En effet, aujourd'hui, le salut économique des vins blancs moelleux passera par les vins blancs secs. Prenons l'exemple de Château-Guiraud, un premier cru classé. Si le premier vin moelleux est produit à hauteur de 80 000 bouteilles et que le second vin moelleux, le Petit Guiraud, est tiré à 100 000 bouteilles, le G de Guiraud, le vin blanc sec de la propriété, lui,
est réalisé à hauteur de 180 000 bouteilles, soit autant que le premier et le second vin en moelleux. Tiens d'ailleurs, en parlant de Guiraud, je ne peux m'empêcher de vous placer cette petite anecdote pleine de légèreté qui nous permettra de nous extraire le temps de quelques secondes de ce lourd et pesant climat économique planant sur le vignoble. Le Sauternais, comme nombre de campagnes du XVIIIe siècle, était profondément ancré dans la chrétienté. Ainsi, lorsqu'en 1766, le château fut racheté par Pierre-Armand Guiraud, d'aspiration catholique protestante, celui-ci décida d'ériger au sein du domaine une chapelle protestante et de floquer ses bouteilles d'une étiquette noire en opposition aux traditionnelles étiquettes alors blanches de ses voisins chrétiens. Et je trouve que tout l'esprit français est merveilleusement résumé dans cette cocasse histoire. Si je peux faire chier mon voisin, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Mais bref, pour en revenir à nos moutons, en plus de se diversifier vers la production de vin blanc sec, d'autres tentatives, plus ou moins heureuses, furent tentées afin de régénérer la marque Sauterne. L'une qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est le Sauterne, une cuvée née de l'alliance de 3 châteaux dont Bastor-la-Montagne et Rennes-Vigneault, un vin destiné à rentrer dans la création d'un cocktail à base de Perrier. L'idée étant de remplir la moitié ou les 2/3 d'un verre avec le Sauterne et de compléter le reste avec la fameuse eau gazeuse. Bon, je sais que cette création en a fait bondir, voire hurler plus d'un, mais, à titre perso, je n'ai absolument rien contre. La mixologie est un art dans lequel on vient parfois mélanger de très nobles spiritueux, comme des cognacs ou des whiskies de 20 ans d'âge ou plus, alors au final, utiliser du Sauterne, pourquoi pas? Ce qui me dérange le plus, c'est de me dire qu'un vin, qui est un calvaire économique à créer, et dont la production est loin d'être démesurée de par les rendements limités, soit tellement devenu aussi impopulaire qu'on en arrive à chercher des moyens détournés de le vendre. Et ça me fane pour le coup. Et voilà où nous en sommes rendus aujourd'hui. Nous en sommes arrivés à ce complexe marasme économique où, si les grands crus classés arrivent encore relativement bien à s'en sortir, les plus petites propriétés bien moins renommées, elles, sont aux abois. Et, même si je ne peux que vous encourager à vous défaire de cette idée reçue que le Sauterne ne se boit qu'avec un foie gras, à titre d'exemple, ce genre de vin se mariera à merveille avec une cuisine asiatique ou sur un repas sucré-salé, et même si par miracle j'arrivais à casser ce cliché, le fait est qu'une réelle menace environnementale plane sur le vignoble. Nous l'avons vu, ce vignoble repose sur un fragile écosystème basé sur les eaux froides du Ciron et les eaux plus chaudes de la Garonne. Ainsi, quel impact le réchauffement climatique annoncé et aux premiers effets naissants aura-t-il? Et vous savez quoi? Nous n'aurons peut-être même pas besoin d'événements climatiques extrêmes pour détruire nos trésors nationaux, puisque fin 2015, le Sauternais voyait rouge lorsque l'on apprenait qu'un projet de ligne LGV Bordeaux-Toulouse-Dax, visant par exemple à faire gagner 20 minutes sur un trajet Bordeaux-Dax, risquait de passer en plein cœur de la rivière Ciron et donc de mettre en danger toute la biosphère. Ouais, définitivement, il faut sauver le soldat Sauterne. Ah, et joyeux Noël!